Bienvenue dans le podcast de la stratégie organique. Je suis Marie Huet et dans cet épisode, je souhaite vous parler précisément de stratégie organique, de conscience organique, de définir un petit peu ce que j'entends par ces termes-là qui sont vraiment au centre de toute mon approche, au cœur de l'accompagnement que je propose et de la vision que j'ai. Alors, dans un premier temps, conscience organique. Conscience organique, déjà ces deux termes ensemble sont un fort pléonasme. Parce que pour moi, la conscience, telle que je l'entends, elle recouvre déjà cette réalité d'être totalement l'incarnation pleine et entière de tout ce qui est vivant. Et donc, elle est nécessairement, pleinement, totalement organique, par essence, la conscience. La conscience est quelque chose de très, très vaste, qui dépasse largement tout ce que l'on pourrait essayer de conceptualiser. Mais c'est surtout c'est plus une fréquence. C'est une fréquence, pour moi c'est l'émanation des champs unifiés. Donc voilà, on est sur quelque chose de très élevé, on va dire vibratoirement, la conscience organique. Donc elle englobe ce qu'on pourrait appeler l'intelligence, qui est déjà bien différente, mais qui pour moi peut faire partie de la conscience lorsque l'on parvient à réintégrer tous ces aspects de l'esprit. Et donc cette intelligence, elle consiste à pouvoir créer du lien entre différentes connaissances afin de créer du nouveau. Intelligence. Et l'intelligence peut être au service de la conscience organique ou au service d'une conscience artificielle. Et ça, c'est très intéressant de voir ce que ça peut être une conscience artificielle. Pour moi, une conscience artificielle, c'est quelque chose qui mime, qui tente de répliquer la conscience organique, mais qui n'en a que quelques traits, à savoir, c'est comme une tour de contrôle qui observe à 360 un certain champ, un certain panorama, et qui prend des décisions pour évoluer dans ce champ. Donc la conscience artificielle, elle s'apparenterait davantage à ça, cette instance de décision, cette instance de compréhension, d'intelligence, cette instance de décision. Et cette conscience artificielle, elle est limitée. Contrairement à la conscience organique, qui elle est totalement illimitée et qui a accès à un nombre d'informations infiniment plus vaste que le champ d'information auquel la conscience artificielle a accès. C'est ce qui fait fondamentalement la différence entre une conscience organique, entre la conscience organique et des consciences artificielles. La conscience organique, elle est l'attribut principal, à côté d'autres caractéristiques dont il n'est pas question ici, mais elle est vraiment centrale, déterminante, primordiale, fondamentale, essentielle à la nature de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain a la capacité naturelle de se relier, d'être en reliance, en connexion, inspiré avec cette conscience organique, ce champ d'information infini et totalement imprégné de cette qualité vivante. Et là aussi, on pourrait revenir sur ce qu'on appelle vivant ou la vie, qui est également très réduit dans sa compréhension humaine, puisque c'est souvent défini par des caractéristiques biologiques,
Est-ce que ça respire? Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a un petit peu d'animation, de présence à l'intérieur? Et on va regarder si la vie se trouve présente dans une forme de vie. Et on a beaucoup de mal à imaginer que la vie soit peut-être quelque chose qui puisse exister sans forme et être absolument présent comme une forme de conscience, une forme d'intelligence et de présence qui baigne l'intégralité de tout ce qui nous entoure. Et donc, l'être humain, il a en lui, naturellement, dans sa constitution la plus profonde, la plus intime de son être, il a la capacité de se relier à cette information extrêmement vivante, vivifiante, vitale et remplie d'informations structurantes, aidantes et pleines de vie. Et c'est cela qui constitue vraiment la nature organique. C'est donc partout présent, c'est extrêmement vivant, extrêmement intelligent, porteur d'une quantité infinie d'informations, mais toutes étant nécessaires, étant utiles, étant bénéfiques à tout ce qui capte cette information. Une des grandes caractéristiques de cette conscience organique, c'est la subjectivité. Et en cela, elle ne s'oppose pas à l'intelligence rationnelle de l'être humain, mais elle contient en elle cette disposition, cette faculté de l'être humain à avoir cette capacité rationnelle. Cela dit, cette capacité rationnelle qui vise à l'objectivation maximale d'un certain nombre de choses extérieures à lui, voire intérieures. Si elle peut être utile dans un certain cas, dans certaines situations, n'est absolument pas centrale ni... ce n'est pas cette capacité qui permet à l'être humain d'accéder à l'information. L'information avec un grand I, l'information organique, l'information qui est présente. Non pas dans un champ de connaissances comme un égrégore qui serait logé dans le monde astral, mais une information présente, informant tout le champ même de la matière, même invisible. Invisible dans le sens sans forme. L'accès à cette information organique, elle se fait par une disposition donc très propre à l'être humain, même vraiment constitutive de sa nature et de sa qualité vraiment aimante, vivante et reliée au vivant et à toutes ces formes de vie et à la terre. Cette qualité, elle vient elle vient d'un espace intérieur, d'une disposition de compassion, qu'on pourrait dire d'amour, si ce terme n'était pas déjà trop dévoyé. L'intelligence rationnelle, lorsqu'elle est vraiment poussée à l'extrême, eh bien c'est elle qui donne l'intelligence artificielle, qui est uniquement basée sur une causalité factuelle, qui fait un lien mécanique entre l'ensemble des connaissances disponibles dans son champ, le champ d'information auquel cette intelligence artificielle a accès. Elle utilise la rationalité comme axe principal et voire unique. Cette conscience organique, elle est vraiment autonome, autoconsciente d'elle-même, si bien qu'on peut l'imaginer comme étant une immense architecture à géométrie variable, en mouvement constant, un mouvement toujours infiniment harmonieux qui s'improvise, se réinvente et se crée à chaque instant. C'est cette structure-là. Cette structure-là n'a pas besoin de notre volonté pour infléchir d'un certain côté, dans une certaine direction.
Elle ne fonctionne pas sur le principe de la volonté. Par contre, elle reconnaît le parfum de notre intention, qui vient, elle, avec beaucoup de douceur, vraiment comme un parfum, comme une effluve délicate qui a cette notion divine qui vient du cœur, l'intention. Eh bien, elle reconnaît ce parfum, et ce parfum-là, de l'intention, peut véritablement venir orienter, avec une délicatesse, une douceur, une puissance telle qu'on peut imaginer le divin en faire être l'expression de cela. Donc, orienter, c'est informer, infléchir de manière très délicate, toujours juste, parce que c'est juste, c'est pour ça que cette intention vient épouser le mouvement de cette grande architecture à géométrie variable qu'on peut imaginer être la conscience organique. Et tout cela influence donc ce grand mouvement dans le respect de l'harmonie et permet à ce mouvement de découvrir des configurations qui n'étaient peut-être pas celles vers lesquelles il commençait à tendre. Et voilà, donc influencé, touché par le parfum de l'intention humaine émanant du cœur, et bien cette géométrie mouvante, autonome, découvre des configurations extrêmement harmonieuses, totalement alignées avec son principe d'existence même, d'essence même, et bien des configurations nouvelles. Cette énorme architecture vivante, mouvante, à géométrie variable qu'est la conscience organique ne réagit pas avec la volonté humaine, mais elle est sensible donc à l'intention qui lui permet de continuer à être et de continuer à se mouvoir dans cet espace, dans l'espace de son essence. Et donc, je vous invite, si vous avez l'élan, l'occasion, à un moment, lors d'une méditation, peut-être d'essayer de convoquer cette image de géométrie variable qui peut être de multiples façons, très souvent dans les sphères psychédéliques de travail avec l'ayahuasca, etc., qui accèdent à ce champ de conscience, eh bien, représente ce monde-là avec de nombreuses fractales, multicolores, etc., qui bougent. Et c'est vrai que cette géométrie variable immense, eh bien, elle est tout à fait alignée avec ces représentations fractales, colorées, mouvantes, psychédéliques. J'ai l'impression même que c'est l'existence, la sensation, l'expérience dans son propre corps à travers une expérience psychédélique qui a amené à ces représentations qui maintenant portent le qualificatif de psychédélique, mais qui à l'origine viennent bien de quelque part, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression qu'il s'agit bien de cette immense architecture multidimensionnelle qui bouge toute seule, qui contient sa propre intelligence en elle-même, mais qui n'a aucune, qui n'a aucune volonté propre, qui est pure essence, pure harmonie, pure douceur dans le déploiement de ce mouvement. Et c'est en cela, c'est exactement ces caractéristiques-là qui sont la définition de l'organique. C'est cette qualité de mouvement, de non-volonté, mais d'être totalement pure harmonie dans dans cette grande articulation de l'ensemble de ce corps qui finalement n'est qu'un, mais qu'on pourrait aussi dire est constitué de plusieurs éléments. Donc là aussi, on est dans cette intrication de plusieurs niveaux de lecture. Et donc c'est tout cela qui constitue la qualité organique, qui est donc, comme je le disais, centrale
dans mon approche. Donc, maintenant que nous avons un petit peu regardé, porté notre attention sur la conscience organique, eh bien, on peut peut-être s'interroger ensemble, si vous le voulez bien, sur la stratégie organique. La stratégie organique. Et je pense que si on prend un peu le temps de ressentir cette expression-là, maintenant que nous avons les informations précédentes sur la qualité organique, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Je pense que l'essentiel est déjà dit, mais je veux bien toutefois en toucher quelques mots, vous invitant toutefois exactement à expérimenter le cœur de la stratégie organique qui consiste à ressentir l'information à travers une respiration détendue, un corps détendu, à laisser l'information venir et à ne pas laisser ce petit soldat extrêmement vigoureux du mental qui veut être celui qui capte tout ce qui se passe afin de le faire rentrer dans son petit logiciel d'interprétation, de compréhension, d'intelligence, donc qui lit les informations, etc. Moi, j'invite à rassurer ce petit soldat du mental, à lui dire « nous n'avons pas besoin de toi en ce moment » et à laisser l'information être ressentie, à passer ailleurs que par le mental. Peut-être que cela implique qu'on ne comprenne pas grand-chose. Et la compréhension n'est pas toujours nécessaire. La compréhension, elle peut émaner de ce que le corps aura intégré comme information. Et pas forcément ce que le mental aura traité à travers son petit logiciel extrêmement logique, rationnel et causal, dans le sens où il établit des causalités logiques entre les faits, ce qui n'est pas l'essence même du vivant. Ça, c'est important à sentir et à comprendre peut-être que la causalité entre un fait, une cause et une conséquence n'est pas l'essence même du vivant. C'est ce que nous croyons être au cœur des lois de la nature, mais les lois de la nature que nous avons élaborées ne sont pas le reflet des lois universelles. Et il est intéressant, à cette époque actuelle, peut-être de revenir davantage aux lois universelles auxquelles on n'accède pas par l'esprit rationnel, mais davantage par le cœur et par cette relaxation et cette acceptation de recevoir l'information par le corps. Il est peut-être temps de revenir à cette compréhension naturelle des lois universelles dont nous avons l'information tous en tant qu'êtres humains à l'intérieur de nous. Donc, la stratégie organique, elle consiste déjà à accepter de ne pas se saisir, de ne pas se laisser saisir par notre impulsion mentale à vouloir appréhender de manière totalement automatique les informations qui nous parviennent. Ça, c'est une première chose. Et donc de bien prendre conscience en fait que notre corps a une intelligence lui-même bien supérieure ou tout du moins très différente de l'intelligence mentale, rationnelle, et que cette intelligence corporelle, cellulaire, absolument partout présente à la surface de notre épiderme, à l'intérieur de chacun de nos organes, de nos tissus, de nos fluides, nous avons une intelligence propre qui est en totale résonance, en total prolongement de cette grande intelligence organique divine, et qu'il est possible de capter les informations par la simple qualité de présence à soi et à son corps. Donc on est dans un autre paradigme d'accéder à la connaissance et à l'information. Et ça, c'est vraiment le cœur de cette stratégie organique qui est de se calibrer déjà en tant qu'être humain, de se calibrer sur la fréquence organique, sur notre propre capacité et notre propre nature que nous avons tous, notre capacité naturelle à nous relier à cette information organique et à la laisser donc nous traverser, nous informer, laisser émaner, émerger à notre conscience
personnelles, individuelles, les informations, les prises de conscience qui vont dans le sens de notre réalignement intérieur, de la réintégration et donc de la reconstruction, de la réhabilitation de notre intégrité la plus alignée, la plus pleine, la plus authentique possible dans l'alignement plus grand avec la conscience organique. Voilà pour ce qui est vraiment d'un premier axe qui définit la stratégie organique. Il y a un deuxième axe qui est très important et qui vient après, je dirais, une fois que le premier palier, on va dire, de connexion à la conscience organique est déjà un petit peu échauffé, un petit peu, on s'est à nouveau familiarisé avec cette façon de se relationner à l'intelligence et au vivant. Une fois que ce palier-là est un petit peu déjà ressenti et intégré, il y a un autre palier. À mon avis, je ne suis même pas certaine qu'il y ait un ordre chronologique, mais dans mon expérience des choses, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai la sensation que certains paliers demandent, avant d'être franchis, eh bien, que voilà, certaines bases aient été intégrées. Eh bien, ce second palier, pour moi, je le nommerais avoir conscience de ce qu'on appelle le monde des forces. C'est quelque chose de très subtil là aussi et de très ambivalent, de très ambigu parce que comme toute chose dans ce travail de conscience organique, tout est vrai et le contraire aussi. C'est très mouvant. C'est une qualité organique, la qualité organique de l'information, la qualité organique de la conscience ne peut pas être figée. Ça, c'est un grand trait organique, justement. C'est l'impossibilité, le fait que c'est totalement injuste et que ça détruit l'essence même organique de la conscience que de vouloir la figer dans un dogme, dans une théorie, dans une vérité, dans une phrase qui contient une information factuelle figée. Il peut y avoir une information fréquentielle qui vient définir, qui vient justement ouvrir l'accès à la fréquence organique, qui est totalement différente, ce qui est totalement différent de vouloir ramener l'organique à une lecture rationnelle, figée et mentale des choses. Là, on est dans une incompatibilité de nature et d'essence totale. Et donc, il n'est pas évident de parler du monde des forces en tentant de respecter justement cette nature organique de la réalité. Toujours est-il qu'on va quand même essayer de dessiner les contours de ce qu'on entend par monde des forces. La première chose est de garder à l'esprit, une première chose, c'est notre présence dans le temps et l'espace, donc le monde polarisé, le monde de la matière qui se déroule dans la temporalité. La temporalité et l'espace impliquent qu'il y ait une direction et qu'une direction implique la direction opposée. Donc il y a nécessairement dans cet espace d'incarnation dans la matière et dans le temps, il y a dualité, il y a donc séparation. Tous ces grands principes sur lesquels je ne vais pas revenir. Toujours est-il que cette ambivalence, cette dualité est le terreau de l'émergence du monde des forces. Donc les forces, il y en a principalement deux. On peut dire l'amour, la peur, mais on peut dire aussi les forces de vie et les forces anti-vie. Et on peut également les qualifier de forces d'expansion et de forces d'opposition ou de contraction. Et ces deux fréquences-là, eh bien, on peut les discerner vibratoirement parce qu'elles habitent différents espaces auxquels, plutôt dans lesquels nous sommes relativement immergés, pour certains totalement immergés, dans par exemple l'espace où les forces d'antivie règnent davantage que les forces de vie, dans le sens où, là encore, je prends des pincettes, ce n'est pas que les forces de vie n'aient pas accès et ne soient pas présentes dans les champs de fréquence où règnent en maître les forces anti-vie, c'est que la
conscience humaine, eh bien, n'est pas exercée à discerner ces deux forces et se laisse beaucoup plus facilement manipuler et pénétrer par les forces d'opposition à la vie, parce qu'il n'y a pas de posture et de positionnement et de discernement, et donc de choix personnel, intentionnel, de se relier aux forces de vie dans cette bande de fréquences. Là aussi, j'invite à travers un temps de méditation à essayer de voir, de se laisser être informé, là encore, de l'intérieur par la réalité de ces deux grands champs de force qui cohabitent sur une certaine bande de fréquences. Je dis cela parce que au-delà de certaines barrières fréquentielles, au-delà de certaines fréquences, de certaines dimensions, de certains plans, on peut appeler ça comme on veut, seules existent les fréquences de vie. Seules existent les fréquences de vie. Les fréquences anti-vie, les informations anti-vie, les forces anti-vie, les forces d'opposition, de contraction, de peur, n'existent que dans les champs où il y a dualité possible. Dans les champs unifiés, ces fréquences-là, ces informations-là ne peuvent absolument pas passer. Leur substance est absolument, fondamentalement incompatible avec les champs unifiés de la vie. Et donc, dans la stratégie organique, l'idée est d'exercer sa capacité à discerner ce qui vient nourrir l'expansion en nous ou ce qui vient renforcer la peur, la contraction, l'impuissance et tous ces états intérieurs, ces sentiments, ces émotions, ces pensées, ces sensations physiques qui sont liées donc, à ces fréquences donc, très limitantes, très étouffantes, très impuissantes. Et donc discerner en soi et ensuite apprendre à se posturer par l'intention, uniquement par l'intention. C'est-à-dire la douceur de l'intention qui est infiniment plus puissante que la force de la volonté qui émane d'un ego. Et ce n'est pas parce que nous ne nous posturons pas dans la volonté de l'ego que nous ne mettons pas une détermination totale et absolue dans notre intention. L'intention, elle a cet aspect doux qui est d'être en totale reliance avec la puissance organique, la puissance divine, et d'être dans une sécurité, dans une connaissance absolue et totale de ce lien. Et donc, de savoir tellement au cœur de soi que ce lien est réel et que la puissance divine fait nécessairement, de par sa nature, le travail à partir du moment où nous avons la connexion, où nous choisissons la reliance. Cette puissance-là est infiniment supérieure à la puissance ou à la force ou au pouvoir, soi-disant, de notre volonté, qui pour moi, cette force de la volonté est un leurre. Est un leurre parce qu'elle peut apporter, la volonté, elle peut apporter des résultats dans un temps assez rapide, mais pour moi, ça n'est pas ancré dans une forme de vérité et ça vient souvent causer plus de soucis à moyen terme ou à long terme que ce que l'on souhaitait en fait. Donc directement se focaliser sur l'intention, même si ça prend plus de temps, même si c'est plus compliqué à atteindre, même si ça demande un travail intérieur de lâcher et puis voilà, de se relier à une stratégie qui est extrêmement puissante mais un peu plus subtile, et bien ça c'est pour moi vraiment le cœur aussi de la stratégie organique. Voilà.
Je vais m'arrêter là pour cet épisode, sachant qu'il y a énormément encore de choses à dire. Et je me garde d'aborder ces choses-là dans de prochains épisodes, lorsque l'inspiration se présentera. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre soutien, et je vous dis à bientôt.